Ses premiers textes publiés en 1986 étaient des poèmes. Son premier recueil, La poursuite du bonheur, en 1992, obtint le prix Tristan Tzara. Mais c'est son premier roman, Extension du domaine de la lutte, en 1994, qui le fit connaître du public. Son deuxième recueil de poèmes, Le sens du combat, en 1996, lui valut le prix de Flore. Mais c'est son deuxième roman, Les particules élémentaires, qui fut un triomphe public international. Depuis, il a reçu le prix Interallié et le prix Goncourt. Mais c'est un recueil de poésie qu'il publie aujourd'hui, Configuration du dernier rivage chez Flammarion. Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Vous avez à peu près la certitude d'être lu en tant qu'écrivain, partout dans le monde en plus. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on lit assez vos poésies ? Partout dans le monde, il faut déjà qu'elles soient traduites. Enfin bon, c'est traduit intégralement en allemand, en espagnol, c'est traduit partiellement en italien, en anglais. Un peu en russe aussi, ouais. Donc il faut déjà que ça se traduise. J'entendais par là qu'on vous lit, on lit vos romans, ça vous en êtes sûr, Dieu sait si on les commande, si on les commente, mais est-ce qu'on lit vos poésies ? Est-ce qu'on les lit assez ? Est-ce que vous avez cette satisfaction-là depuis le temps que vous en écrivez ? Non, mais je m'attends pas à des miracles. Enfin, je pense que même au XIXe siècle, les gens lisaient plus de romans que de poésie. Enfin, le public de la poésie a toujours été plus restreint. Donc, un certain pourcentage de lecteurs de mes romans éprouvent la curiosité de se plonger dans les poésies. Est-ce que vous lisez des poèmes, vous ? Oui, moi j'en ai toujours lu. Qui sont vos poètes préférés ? Le préféré de tous reste et restera, je pense, à jamais Baudelaire, mais j'aime beaucoup tout le XIXe siècle, en gros, le XXe moins, par Aragon, Péguy, si, Claudel. Plus récemment, j'ai un peu laissé tomber, moi aussi. Pas parce que c'était pas bon, simplement parce que j'en entendais pas assez parler. J'ai l'impression que de toute façon, vous préférez le 19e au 20e siècle. Oui, ça c'est vrai. En général, je pense, ça pas seulement en poésie, mais en roman aussi, il y a une... Au XXe siècle, il y a une vraie baisse. Enfin, le 19e était exceptionnel. Hein. J'aime pas tellement le 18e non plus, par exemple. Vous êtes un homme du 19e, peut-être ? Oui, j'aime bien le 17e, par contre. Ah oui, c'est une fois sur deux. Vous aimerez le 21e siècle ? Peut-être, oui. Il peut être très beau. Moi, ceci posé, la littérature française à l'heure actuelle me plaît plutôt beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans ce que je... Parce qu'ils vous les avez beaucoup inspirés aussi ? Forcément... Non, j'ai pas inspiré tant de gens que ça, mais ceux que j'ai inspirés, quand ils m'envoient leurs livres, je les lis, et je trouve ça bon. En dépit du fait que vous les avez inspirés, parfois les écrivains n'aiment pas lire ceux qui sont inspirés par eux. Oh non, je suis pas comme ça. Je sais bien que tous ces gens mourront bien après moi. Je trouve leurs livres souvent bons. Bon, plus généralement, c'est peut-être pour ça que j'ai mis tant de temps à écrire des romans, d'ailleurs. Ce que je lisais, mon adolescence, en littérature française, me plaisait pas, on pourrait dire nettement. Là, je trouve que le niveau s'est beaucoup amélioré. Je suis content de l'état actuel de la littérature française, quoi. Parlons poésie, Michel Houellebecq, et si vous le voulez bien, commençons par vous entendre nous lire un de vos poèmes. Vous êtes d'accord ? Je vais lire le premier. Par la mort du plus pur, toute joie est invalidée. La poitrine est comme évidée, et l'œil en tout connaît l'obscur. Il faut quelques secondes pour effacer un monde. Voilà, c'est le poème qui ouvre le recueil. J'ai l'impression, Michel Houellebecq, que vos poésies n'ont pas beaucoup changé, voire pas changé du tout depuis les toutes premières. Depuis La poursuite du bonheur, depuis Le sens du combat. Ça change lentement. Celui-là, le premier, et les quelques-uns qui suivent, me paraissent nouveaux. Parce qu'il y a une sorte de dépouillement triste, dépouillement de deuil. Côté... la douleur, chez moi, était plus emphatique qu'avant. Alors sur la forme, vous avez raison. Sur le fond, c'est toujours la douleur, c'est toujours la tristesse, c'est la mort. Plus la mort, là il y a
il y a très peu de poèmes de solitude. Il y a pas mal de poèmes tournant autour de la mort. Il n'y en a presque aucun tournant autour de la solitude. Parce que vous êtes moins seul qu'auparavant? Et puis aussi parce que je suis plus proche de la mort qu'auparavant, faut pas nier. Puis non, c'est pas tellement moi d'ailleurs, c'est parce que je suis à un âge où les gens commencent à mourir, quoi. Oui, Enfin, parce que autour de j'allais moi. vous dire, on ne sait pas à quel point on est proche de la mort et on peut se sentir à 40 ans, à 35 ans, très proche de la mort, même de façon illusoire. Non, c'est quand il y a plusieurs deuils autour de vous, vous commencez À vous sentir visé. Non, non, à savoir que ces deuils sont sérieux, que vous ne verrez vraiment jamais la personne. Jamais. En 2000, Michel Le Houellebecq... jamais passe pas bien, quoi. C'est pas comme une brouille temporaire, c'est vraiment... Non, En oui, 2000, allez. je disais, pardon, vous les aviez sortis en disque, vos poèmes. Hein. Bertrand Burgala avait composé la musique, vous les lisiez, y compris sur scène. Est-ce que vous étiez satisfait du résultat? Est-ce que vous pensez que la poésie gagne à être mise en musique? Ça peut donner de bons résultats. Ça peut donner de bons résultats en réécoutant. Il y a que plein été dont je sois vraiment content. Je pense que il vaudrait mieux quelqu'un qui aurait... Bon, c'était mon avis dès le début. Hein. Ouais. Je n'étais pas d'avis de chanter moi-même, mais de prendre quelqu'un qui sache chanter. Ce que Léo Ferré avait fait pour Baudelaire, par exemple. Oui, Il avait à la fois composé et chanté les poèmes de oui. Baudelaire avec beaucoup de succès. Mais il y a une vraie différence entre lire en talk-over et chanter. Et vous pensez que quand on se contente de lire, c'est moins intéressant? Oui. On dit souvent que la poésie, justement, la musique est dans les mots et qu'elle n'a pas besoin de musique. Et c'est un reproche qu'on a pu faire à Léo Ferré, d'ailleurs, en disant « mais Baudelaire n'a pas besoin de ça ». C'est vrai qu'il n'en a pas besoin, mais ça change. Mais c'est comme... quand on a besoin au cinéma un roman, évidemment, le roman n'a pas besoin de ça, quoi. Mais il peut se trouver que le film soit bon. Qu'avez-vous pensé d'Extension du domaine de la Ah, lutte, ça, celui-là, je l'ai bien aimé. réalisé par Philippe Arel? Vous aviez Oui. coécrit tous les Oui, deux oui. l'adaptation. C'est pareil, les poèmes existent toujours, une fois que la chanson existe. Il se peut qu'en plus, la chanson soit bonne, quoi. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Quand on adapte un roman au cinéma, on est obligé d'enlever, forcément. Mhm. Et puis on est obligé d'incarner des personnages que vous aviez dans votre imagination. Et est-ce qu'il existe forcément l'interprète idéal de chaque personnage? Est-ce qu'on n'est pas déçu forcément? Si le spectateur est presque... Si, là, il faut que je me projette en tant que spectateur, mais je suis presque toujours déçu, en fait. Si. De toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, je peux me souvenir que de 4 déceptions. Alors, Ça en fait beaucoup déjà. oui, impliqué dans le processus, on est content quand on trouve un truc qui va pas si mal, ou on se dit que ça peut être autre chose intéressant. Mais en tant que lecteur qui éventuellement suis allé voir des films, à chaque fois j'étais déçu effectivement par l'incarnation. C'est pas possible pour un acteur de lutter avec un personnage de roman parce que les gens mettent tellement de choses dedans. Enfin moi, je dis pas les gens, moi en tant que lecteur, oui, je m'imagine pas. Pourtant j'aime bien les acteurs. Hein. Mais j'aime encore plus ce personnage de roman, je crois. Et quand on est écrivain, comme vous l'êtes, c'est-à-dire célèbre, commenté, critiqué par la même occasion, est-ce qu'on aime l'image qui se forge de vous petit à petit à travers des centaines d'articles dans la presse internationale? Il y a des... Pas tant que ça. Je me passerais bien... Je me passerais bien d'avoir une image, mais ça, c'est un choix. Il m'arrive de me dire j'aurais dû, mais ça, c'était
été bien en amont, j'aurais peut-être dû faire comme Pynchon. Disparaître ou tout au moins ne Disparaître pas dès le apparaître. début, Ne pas ne pas apparaître. commencer à apparaître. Ouais. Mais à ce moment-là, on vous pourchasse. Oh non, lui, les gens ont compris, on le pourchasse plus du tout, à mon avis. Mais il a dû lui falloir une grosse volonté pour refuser. Ça vous a pas traversé l'esprit aujourd'hui? Vous vous dites qu'il y a eu quand même quelques plaisirs à être connu et reconnu. Oui, être reconnu pour ce livre, mais Pynchon, c'est le cas. Être célèbre, ça, il n'y a pas tellement... je trouve pas que ce soit si agréable que ça. C'est pas désagréable non plus, hein, d'ailleurs, mais... Non, mais c'est un... Bon, par exemple, on se connaît depuis longtemps. Oui. Si j'avais refusé tout dès le départ, ma position serait claire. Si là, je refuse d'aller à votre émission, vous diriez fâché, pourquoi Ah non, moi je me dirais pas fâché, mais non, Oui. je respecterais votre choix. Ça me paraît très difficile à vivre. Je Oui. me demanderais à votre place, qu'est-ce qui va le plus me compliquer la vie? Mais je Être pense- livré en pâture ou essayer de me cacher? Mais je pense que là... Bon, la plupart des auteurs, sauf quelques cas cliniques, hein, d'addiction aux médias, arrêtent. Plus ou moins vite, mais ils arrêtent. Ils arrêtent de répondre. Ils arrêtent de répondre. Donc ça m'arrivera moi aussi. Ça deviendra impossible que je réponde, quoi, parce que oui, il y a pas, c'est pas tellement la question de célébrité, hein, d'ailleurs. Au fond, la base, c'est que on est toujours en deçà. On considère toujours que ce qu'on a fait, qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Enfin, on n'est jamais vraiment content de soi après une interview, on trouve toujours que ces livres sont mieux, ce qui est peut-être faux d'ailleurs, mais enfin c'est toujours ce qu'on trouve. Enfin, le livre, on a pris du temps quand même. Il y a le rapport aux médias et puis il y a le rapport à la reconnaissance. La reconnaissance, ce sont les prix. Vous avez eu le prix Tristan Tzara, je le disais, pour votre premier recueil de poèmes, le prix de Flore pour le deuxième, le prix Interallié en 2005 pour La possibilité d'une île, et enfin le Goncourt en 2010 pour la carte et le territoire. Ça, c'est autre chose. Est-ce que ça vous rend heureux, cette reconnaissance-là? Oui, il y a beaucoup de reconnaissance en réalité, Frédéric. La reconnaissance par les prix est une reconnaissance heureuse parce que ça fait plaisir à l'éditeur aussi. Donc l'équipe est heureuse, quoi. Mais il y a beaucoup de reconnaissance. Être dans le Robert, cité comme exemple, c'est une reconnaissance. Être à l'école? Être dans un manuel scolaire, c'est une reconnaissance. Faire l'objet d'une question à question pour un champion, c'est une reconnaissance, quoi. Il y a faire l'objet de travaux universitaires, c'est une autre forme de reconnaissance. Mais au fond, la vraie reconnaissance, la plus forte, et celle qui compte au fond plus que tout, c'est d'être aimé par des auteurs plus jeunes que vous et de les trouver bons. En fait, finalement, la littérature, ça se passe par cooptation, quoi. Et moi, je le sais très bien comme lecteur, hein, si j'ai lu un tel ou un tel, c'est parce que Baudelaire l'avait aimé, ou il avait été influencé par Baudelaire. Donc j'ai procédé comme ça, en faisant mon chemin à partir de quelques points de départ. Donc la vraie reconnaissance, c'est celle-là. Elle vient des auteurs plus jeunes qui... Oui, parce que j'allais vous dire, les prix, on sait très bien que ça n'a pas une grande valeur. Le prix Goncourt, ça m'avait beaucoup étonné de vous voir y tenir à ce point. Vous aviez déjà eu le succès international. Oui, mais il y a plusieurs raisons. Il y a D'abord, je trouve que je le méritais, effectivement, c'est une raison. Mais tous les bons écrivains le méritent et aucun ne l'a jamais. Flammarion le mérite parce qu'il publie des bons livres l'un dans l'autre. Enfin, il y en a des bons. Ils l'ont presque jamais. Bon, il y a un facteur plus particulier, c'est que j'ai fini par être ému par l'obstination de François Nourricier à ce que j'ai le Goncourt. Sa vie s'est beaucoup mêlée au Goncourt. Et c'est devenu comme une espèce de but de sa vie. Michel Houellebecq, est-ce que vous avez l'impression que votre œuvre aurait été différente, et je parle à la fois des poèmes et des romans, si vous n'aviez pas eu ce triomphe? Je parle de l'œuvre là, on parlera de la vie après, mais l'œuvre.
Vous pensez que vous auriez écrit autre chose, différemment ? C'est possible, oui. Disons que le triomphe m'a... Bon, je peux pas dire que je l'ai autant utilisé que je l'aurais pu. Mais le triomphe m'a par exemple conduit à rencontrer des gens célèbres ou des gens riches, qui sont une espèce de catégorie sociale que j'aurais pas connue sinon. Je serais resté plus petite classe ou classe moyenne tout au plus. Donc ça élargit mon horizon social. Et vous en avez reçu du plaisir ? C'était intéressant, oui. C'est intéressant de rencontrer Ils sont apparus d'ailleurs en filigrane dans Oui, votre oui, dernier livre, oui, sans oui. doute, de la carte et le territoire. Il y a beaucoup de gens riches, Oui, il y a des gens riches. célèbres, Oui, il y a des gens qui ont riches. du succès. Oui. Donc ça élargit mon champ d'expérience, quoi. Je ne sais pas si ça a changé grand-chose sinon. Les thématiques sont... Bon, mais plus que la vie, et pour en parler, les livres s'engendrent vraiment les uns les autres. Hein. Et c'est vrai, du roman à la poésie ? Non, ça c'est beaucoup moins net. La poésie, ça fonctionne un peu comme une réaction. Enfin, je veux dire, c'est un peu ma source en réalité. J'ai vraiment commencé par ça. J'ai écrit que ça pendant des années. Donc la poésie, je dirais, me débloque. Enfin, Ou le roman vous bloque, parce que ça vous paraît peut-être une œuvre de plus longue haleine ? c'est long, c'est difficile, et puis ce qu'on attend de moi est de plus en plus. En poésie, on attend de toute façon pas grand-chose, donc c'est moins impressionnant. Je parlais de l'œuvre. Après l'œuvre, il y a vous, et j'ai l'impression que vous n'avez pas changé tellement après tout ce succès. Il suffit de lire d'ailleurs votre dernier recueil de poèmes, Configuration du dernier rivage. Vous restez loin du bonheur, hein, pour reprendre le titre d'un de vos poèmes. Vous nous parlez de l'étendue grise. La poitrine est vidée, nous habitons l'absence, je n'ai plus d'intérieur, de passion, de chaleur, écrivez-vous. Vous êtes le même qu'au début. C'est pas mal, nous habitons l'absence d'ailleurs, comme vers. Mais bon, non, mais vous savez, moi les gens changent peu. Hein. Enfin, même indépendamment de toute question d'œuvre ou d'auteur, quand j'écoute ce que j'écoutais à 16 ans ou que je lis ce que je lisais à 16 ans, j'aime toujours autant. Enfin, j'ai l'impression que j'ai si peu changé depuis que j'ai 16 ans, j'ai juste vieilli, quoi. On meurt... On pourrait connaître d'autres sensations, avoir d'autres vertiges, d'autres bonheurs, d'autres allégresses. J'ai l'impression que tout ça ne vous a pas touché. Non. Et j'ai même pas l'impression d'être exceptionnel là-dedans en plus. Ce qui vous obsède à la fin de l'adolescence vous obsède toujours jusqu'à votre mort pratiquement. Si on lit attentivement Configuration du dernier rivage, là j'ai cité quelques strophes des premiers poèmes, mais la suite est de la même mot. Hein. Ce trou, j'étouffe, je me sens abstrait, j'ai franchi un nouveau palier de l'horreur, j'ai décidé de passer à trois comprimés d'alcyon, tout perd de son attrait, toute vie est une sépulture. Non, mais on peut dire que ce soit un recueil. Mais il est rare aussi que quelqu'un qui démarre de manière sinistre devienne plus gai avec l'âge. C'est vrai, vous avez raison. Mais on pourrait s'y attendre. On pourrait se dire, après tout, il s'est rendu compte que le monde n'était pas si horrible, pas si injuste. Mais, non, mais je pense que j'avais raison dès le début et la vie n'a fait que confirmer. C'est ce que Sioran, à un moment donné, bon, c'est pas un exemple, écrit ça à un moment donné, il a, je sais pas, mettons 70 ans, et ce que je sais maintenant, je le savais déjà à 20 ans, donc 50 ans d'un long et fastidieux travail de vérification. Ouais, c'est un peu vrai quand même. Vous écoutez le tête-à-tête de Frédéric Tadei.
Michel Houellebecq, toujours dans Configuration du dernier rivage, vous écrivez à un moment, après avoir énuméré tout ce que je viens d'énumérer, hein, vous dites, dans un sens, il est plutôt agaçant de constater que j'ai conservé la faculté d'espérer. Ce qu'on comprend très bien, hein, effectivement, on se dit, c'est antinomique. Comment peut-il continuer d'espérer en dépit de tout ce qu'il nous a dit? Et en même temps, vous trouvez ça agaçant? Oui, c'est agaçant. C'est agaçant de voir qu'on a toujours envie de vivre, qu'on attend toujours quelque chose qui n'arrivera jamais. Enfin, oui, c'est agaçant d'être con, hein, et de s'apercevoir qu'on l'est. Enfin. Mais d'espérer quoi? Ah ben, on peut espérer de manière rien, qu'on vienne me sauver, qu'un Dieu vienne tout de suite, là. Ça pourrait être l'amour. Oui, mais bah, ça, il y a des morceaux d'amour heureux quand même dans ce Oui, très recueil. court, hein. Oui, mais ils sont là. Ils sont là. L'essentiel est que... C'est ça. Mais c'est pour ça que je me demandais qu'est-ce qu'il espère. Michel Houellebecq, aujourd'hui, qu'espère-t-il? Le couple? Oui, ça peut être... C'est un projet qui fait ça, qui a un sens, ouais. Et qui parle à beaucoup de monde. Ah oui, ça n'a absolument pas vieilli comme projet, non. Le désir? Le désir, bon, c'est... Il y a beaucoup d'agacement contre le désir dans mes livres, ça n'a pas changé. Le plaisir, c'est bien. Le désir, c'est quand même assez négatif. C'est gérable, hein, les deux peuvent aller un peu de pair, mais... La jouissance? Oui, enfin, plaisir, jouissance, oui, mais... La transcendance? Ouais. Ça, vous aimeriez bien. Oui. Il y a presque des moments de transcendance dans ce recueil, un peu vers la fin. Vous vous en approchez, mais il y a encore du chemin. Merci, mon père. L'enthousiasme. Vous aimeriez pas un peu d'enthousiasme? Non. Pourquoi? Oh non, les gens enthousiastes me fatiguent. Enfin, c'est souvent creux. Non, il y a trop d'enthousiasme. On vit dans un monde trop enthousiaste, vraiment. Trop d'applaudissements, trop de... Oui, trop... Trop d'entrain, trop de rythme? Non, puis chaque fois qu'il y a... Je sais pas, par exemple, les gens font une randonnée en moyenne montagne, au lieu de dire, ça, oui, c'est bien comme loisir randonnée. Non, j'ai la passion de la randonnée. C'est plutôt fatigant, quoi. Ou bien, que du bonheur, enfin, etc. Vous n'avez aucune passion, vous? Non. J'ai des plaisirs, mais j'ai pas de passion. Vous n'en avez jamais eu? C'est pas que j'aime pas la passion. Enfin, j'aime pas ce que ça recouvre. J'aime pas le côté malade de la passion. Non, j'aime bien une certaine innocence qui peut se trouver dans le plaisir d'ailleurs, hein, mais la passion, non, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Mais il y a un côté malade aussi dans la non-passion, j'allais dire. Oui, non, l'absolu assédie, ça je l'ai beaucoup décrit dans des personnages. C'est même récurrent. Le non-désir, c'est vrai que c'est très sinistre. Mais passion, il y a quelque chose de... d'anormal qui me plaît pas, qui est contraire à mon côté épicurien. Enfin, épicurien, ça paraît bizarre de me définir comme ça. Oui, j'allais vous demander de nous l'expliquer, votre côté épicurien. Ben une certaine lucidité, parfois un peu froide. Mais c'est vrai que le raisonnement d'Épicure contre la mort, enfin contre la peur de la mort, que je recite, la mort ne me concerne pas puisque quand je suis, elle n'est pas et quand elle sera, je ne serai plus, moi, me convainc. Donc il y a un vague côté épicurien chez moi. Idéalement, vous voyez bien Épicure, le paysage solaire. On jouit de la vie avec modération, on prend une olive, on la savoure beaucoup. C'est très plaisant comme modèle.
Il y a un écrivain dont vous êtes l'exact contemporain et dont vous avez été le voisin, puisque vous avez vécu au même endroit pendant quelques années, au 103 rue de la Convention. C'est Marc-Édouard Naves. Vous êtes des écrivains très très différents et en même temps assez complémentaires. Et dans ce qu'il avait appelé le 27e livre, qui était une préface à la réédition de son premier livre, Au régal des vermines, c'était un long texte sur vous et lui. Et il disait... il avait l'air d'essayer de vouloir comprendre et votre réussite et son ratage à lui. Et il disait, il y a celui qui a l'air tellement mort qu'on lui a fait un triomphe de son vivant, c'est vous, et celui qui est tellement vivant qu'on a fait comme s'il était mort. Et puis il disait, en fait, ce sont les gens qui sont morts, il parle des lecteurs là, qui ont envie de quelqu'un qui leur répercute leur morbidité. Et lui, Nab, essayerait de sauver ce qu'il y a encore d'humain dans ce monde, alors que vous, Michel Houellebecq, vous montreriez la déshumanisation du monde. Vous fournissez des excuses aux défaitistes, disait-il. Est-ce que vous trouvez qu'il a raison ou qu'il se trompe ? Il dit n'importe quoi. Enfin, mais ça, c'est un peu son style. Et moi, il m'a jamais paru spécialement vivant, je veux dire. Pas tant qu'il le dit ? Bon, non. Je trouve qu'il faisait employé de banque, Nab. Est-ce qu'il y a des écrivains qui vous semblent vivants ? Ou dès l'instant où on écrit, au fond, on se glace ? Quand je le voyais passer, avec sa petite serviette, c'est ça, le monstre antisémite. Enfin, j'étais super déçu, quoi. Sachant qu'il a toujours dit qu'il n'était pas antisémite. Ah oui, oui. Bon. Enfin, c'est la réputation. Bon, j'ai jamais lu. On vous a fait une réputation d'être anti-arabe ou anti-musulman. Anti-musulman, c'était pas faux. J'ai dit mal de l'islam. Anti-arabe, Mais qu'est-ce qu'il disait, oui, que vivant En fait, oui, les gens, c'est fatigue. Ça me rappelle les anges de la terre-réalité, son truc. C'est gonflant. J'ai été voir Michel Houellebecq, votre site officiel, et à la rubrique Le Monde de Michel Houellebecq, il est écrit le rhum gingembre, les cigarettes, Monoprix. J'imagine que vous l'avez relu, vous avez même certainement collaboré. Non, j'ai pas collaboré. Vous n'avez pas collaboré ? Alors est-ce que Monoprix a raison d'être là ? Oui. Pourquoi Monoprix ? C'est magnifique, Monoprix. Vous en parlez peu dans vos poèmes, hein ? Davantage dans vos romans. Davantage dans mes romans, mais ça c'est une bonne question, il ne faudra pas la perdre de vue. Parce qu'effectivement, ce dont on peut parler dans le roman et dans les poèmes, c'est un peu différent. C'est certain, je voulais y venir d'ailleurs, parce que c'est très différent dans votre... Non, Monoprix, c'est une très belle enseigne, avec ces petites lignes, des petites chansons et des petites chansons Monoprix pour des lignes. Et Miss Hélène, par exemple. Je la connais pas. Qui est une ligne de beauté Monoprix. Miss Hélène, elle sait ce qui la rend jolie. Et donc il y a une espèce de gaieté urbaine, quoi, Monoprix. Qu'il n'y aurait pas dans les autres supermarchés, parce que ceux-là sont plutôt en centre-ville, c'est ça ? Qui a, alors effectivement, bon, après on pourrait débattre, ça serait peut-être une autre émission complète, mais il y a des gens qui apprécient les francs prix. Personnellement, je reste assez fidèle à Monoprix quand je peux. Parce qu'ils ont développé, il y a Monoprix gourmet, il y a une ligne de soupe extraordinaire. Il y a le rhum gingembre aussi, et c'est vrai qu'il revient, y compris dans vos poèmes, celui-ci. Oui, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trop aimé le gingembre. Et c'est le côté rhum ou c'est le côté gingembre ? Ah non, le mélange des deux est exceptionnel. Qu'est-ce que ça apporte ? Le gingembre, c'est bon et ça va bien avec le rhum, quoi. On dit que c'est un aphrodisiaque. Ouais, oui. On le dit du rhum aussi. Oui, c'est un peu exagéré, ça, par contre. Non, c'est une très bonne boisson. Creusons un peu alors ce dont on peut parler, ou ce dont vous parlez plutôt dans les romans et ce dont vous parlez dans les poèmes. Quelle différence faites-vous ? Est-ce que vous êtes très sûr de vous à ce sujet ? Non, ça je n'en parle pas dans mes poèmes, ou ça je n'en parle pas dans mes romans. C'est-à-dire que simplement ça peut pas se produire. Par exemple, j'étais assez content de pousser d'une île, de décrire le statut social de l'homo-héros, le nombre de millions d'euros qu'il gagnait, l'importance qu'il se donnait dans le paysage audiovisuel. Tout ça n'a aucune place dans un poème. Le poème, c'est quand même pas très sociologique, quoi.
je suis considéré à juste titre comme romancier avec fort teneur sociologique. En poésie, tout ça disparaît. Ça peut juste pas rentrer. Et c'est remplacé par quoi ? Par deux choses. D'abord, une tendance, pas très fréquente chez moi, mais quand même réelle, mystique, recherche d'une transcendance. Et par ailleurs, et surtout, au moment bizarre sans enjeu, sans signification vraiment compréhensible et qui pourtant vous fascine. Des moments de vie où c'est quand même assez proche du rêve dans ce sens-là, la poésie. Hein. C'est les éléments de la vie, mais tout ça vous apparaît bizarrement arrangé. Et alors dans la musique, puisque sur ce même site officiel, à la rubrique Le Monde de Michel Houellebecq, sont cités Jimi Hendrix, Neil Young, Franz Schubert, Françoise Hardy, Leonard Cohen, Brian Wilson et les Beach Boys et David Crosby. Oui, mais ça j'aime toujours ça autant. Hein. Mais moi j'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais qu'en musique on reste plus bloqué à ses amours d'adolescence. Et on a du mal à découvrir des choses nouvelles. En littérature, je suis pas comme ça. Je lis volontiers les choses récentes. Et que vous ont fait Neil Young ou David Crosby ou les Beach Boys à ce point pour que ça vous suffise ? C'est la musique ou ce sont les paroles ? C'est quand même surtout la musique. Les paroles jouent, hein, mais les paroles dans ces chansons-là sont un peu comme dégagent une vague aura. Elles n'ont pas besoin d'être très développées en phrases. Enfin, c'est... Ce qui m'a étonné, c'est le voisinage de Jimi Hendrix avec Neil Young et David Crosby. Je me suis dit, c'est très bizarre. Jimi Hendrix, c'est une musique extrêmement sophistiquée, inspirée par le jazz, le blues et le rock. Ah, c'est un virtuose en plus. Et de l'autre côté, vous mettez des stars de la country. C'est assez sophistiqué, Crosby. Hein. Ce qu'il fait en guitare dans The Lee Shore, c'est assez... pas facile à faire, quoi. Une utilisation de la guitare qui est très bizarre chez Crosby. Non, Neil Young est plus franc, plus direct, plus simple. On peut envier Neil Young. Hein. Il écrit visiblement facilement, des choses simples, bien foutues. Il produit beaucoup, en plus, depuis toujours. Et Françoise Hardy, la seule Française du lot, qui d'ailleurs vous a précédé, cet endroit, derrière ce micro. Elle a eu plusieurs périodes, mais dont toutes sont bonnes. Moi, j'aime bien la première période, Yéyé. Enfin, Yéyé, c'était... Celle qu'elle n'aime pas beaucoup. Oui, parce qu'elle trouve ça trop simpliste. C'est vrai que c'est simpliste. Mais c'est réussi. Ben oui. Et la période plus ambitieuse, avec texte de Modiano, tout ça est très bien aussi. La brève collaboration avec Michel Berger a donné des résultats exceptionnels. Non, c'est une très belle carrière. Et alors, les références en littérature, il y a Baudelaire, évidemment, il y a Aldous Huxley, il y a Bret Easton Ellis, oui. Il y a Auguste Comte, Kant, Thomas Mann pour La Montagne Magique, oui. Il y a Balzac, évidemment, Balzac. Il y a Pif le Chien, et je me dis, du XXe siècle, il y a surtout Bret Easton Ellis et Pif le Chien. Même si Aldous Huxley est allé, il est aussi du XXe siècle. C'est pas mal, hein, Bret Easton Ellis et Pif le Chien. Pourquoi Pif le Chien ? C'est votre enfance ? Non, j'ai... On pourrait dire que c'est le héros de bande dessinée le plus terne qui soit. Non, mais c'est pas Pif, c'est c'est le magazine. C'est l'ensemble du magazine. Non, c'est quand même un magazine où... Alors ça fait toujours chic, c'est pas le seul, mais où a commencé Hugo Pratt en France. C'est Corto Maltese, oui, oui. C'est là qu'on l'a découvert. Oui, il y a d'autres excellentes bandes dessinées. Mandrika, ça reste génial. Le concombre masqué, c'est incroyable. Non, il y avait vraiment de bonnes choses. Galuron, j'aimais un peu moins que le concombre masqué. Bon, mais c'est pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Non, c'était... ça n'a pas été l'explosion totale qu'a été Pilote.
immédiatement après, mais il y avait déjà de très très bonnes choses. Et pourtant, vous ne mentionnez pas pilote, vous préférez mentionner Pif le chien, c'est parce que je vous imagine bien vous dire non, pilote c'est trop chic, je vais mettre Pif le chien. Non, c'est pas pour ça. D'abord, c'est pas moi vraiment qui ai fait la liste, j'ai un peu répondu. Vous savez, j'ai toujours le problème, là, j'oublie toujours quelqu'un, en fait. Bien sûr. Quand on me demande les auteurs que j'aime bien en ce moment, à chaque fois j'ai une plainte parce que j'ai oublié de citer quelqu'un. Mais j'aime beaucoup Pilote aussi. C'est pas. Je pense que j'ai un parcours vraiment classique. Beaucoup de gens qui ont lu Pif enfant ont continué avec Pilote adolescent, quoi. C'était la logique du truc. Vous avez continué, toujours si l'on en croit votre site, avec la physique quantique. En quoi vous a-t-elle influencé ? En quoi la physique quantique, je suis très ignare dans ce domaine, hein. Pour moi je sais juste que la physique quantique ça a permis d'inventer la télévision. Mais à part ça... Ça a permis d'inventer d'autres choses plus spectaculaires, hein. La bombe atomique par exemple. Lui doit beaucoup ? Le laser... beaucoup de choses, C'est l'obsession que vous avez, et pas seulement une obsession d'ailleurs, parce que ça aura un côté péjoratif, pour la technique en général. Oui, non, là c'est autre chose. C'est vraiment conceptuellement un enjeu pour moi. Ça a été vraiment un enjeu pour moi de comprendre les concepts. Et j'ai eu beaucoup de mal. C'est une manière d'éprouver son intelligence ? Oui, quand même, ça, oui. C'est une forme d'intelligence, vous savez qu'il y en a d'autres. Oui, mais avec les autres, j'ai moins de problèmes, je dirais. Enfin, non, la physique quantique, j'étais à une certaine limite de capacité de compréhension. Il paraît que quand vous étiez au lycée, on vous appelait Einstein. Oui, c'est peut-être vrai, je me souviens plus. Mais derrière mon dos, alors. Comme une plaisanterie, vous voulez dire ? Sans doute, parce que j'avais l'air un peu dans le vague. Mais j'étais mal coiffé, moins mal que lui d'ailleurs. Oui, certainement. La physique quantique, justement, parce que c'est quand même quelque chose... Une fois qu'on a compris, ou qu'on pense avoir compris, mais je vous fais confiance, vous avez sûrement compris, on se sent plus intelligent, mais c'est tout ? Ou est-ce que tout à coup, tout ce monde extraordinaire de la technique, de la technologie, des lois physiques, qui régissent notre monde bien plus que les autres, au fond, vous paraissent soudain à portée ? Non, c'est pas en rapport avec les techniques, hein, vraiment pas. On comprend plus profondément qu'on n'a jamais compris, qu'on construit le monde, quoi, que la science est une création humaine. Donc on cesse définitivement d'être matérialiste et on a tendance à devenir plus positiviste. C'est-à-dire on rejette plus loin de soi les questions métaphysiques, quoi. Ce qui peut être embêtant pour un écrivain. Même en devenir, puisqu'à l'époque vous étiez peut-être en devenir. Pas forcément, non. J'ai une question difficile, hein. Par question métaphysique, j'entends pas les questions religieuses qui restent présentes, mais à un autre niveau. Mais la question de savoir qu'est-ce qu'il y a au... D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Non, qu'est-ce qu'il y a au... Une question ontologique, alors je vais dire mieux, ce serait plus clair. Qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ? Est-ce matière ? Est-ce esprit ? On accorde moins d'importance à ces questions. Vous dites à un moment dans Configuration du dernier rivage, les hommes cherchent uniquement à se faire sucer la queue. En dehors de cela, ils s'intéressent aux problèmes techniques. Oui, les hommes paraissent un peu comme ça, oui. C'est écrit ça dans un moment d'agacement, après avoir regardé YouPorn. Ça vous agace beaucoup, YouPorn ? Oui, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est d'un répétitif. Enfin bon, je dis YouPorn, mais ça aurait pu être des films porno. Il y a un côté répétitif et vraiment uniforme dans les fantasmes masculins qui est un peu éprouvant, surtout quand on est soi-même un homme. Mais on pourrait dire que ces fantasmes se renouvellent à partir du moment où on les vit. Et ça n'a rien à voir avec le fait de les regarder. C'est possible, je ne sais pas. Je n'ai pas tant d'expérience que ça. Mais en tout cas, déjà, le fait de constater que les fantasmes sont si uniformes peut vous agacer. Et pourtant, Dieu sait si le sexe
est important dans votre œuvre de romancier. Alors. Oui, mais j'aime bien d'écrire des scènes sexuelles, c'est difficile. C'est très difficile en fait, c'est bizarrement très difficile. Et ça reste l'un des moteurs qui font avancer vos personnages. Du moins, ça l'a été pendant longtemps. Oui. Et souvent, d'ailleurs, quand on parle de vous en tant qu'écrivain, on dit c'est le romancier des inégalités sexuelles. Oui. Mais j'ai été accusé d'avoir trop de sexe dans mes livres. Et puis le dernier, où il n'y en avait quasiment pas, j'ai senti un regret. Oh, il n'y a pas beaucoup de sexe. Les gens attendent toujours quelque chose de vous. Enfin, alors, donc les scènes leur plaisaient, en fait. Ils avaient tort de se plaindre avant. Mais j'ai été assez bon en scène de sexe. Je pense pas que c'est difficile, je vous assure, c'est difficile. Enfin. J'en doute pas. Qui sont vos modèles? Qui est un bon écrivain dans ce domaine? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, tout le monde le fait. Hein. Ouais, mais Gian s'en sort pas mal, Bret Easton Ellis aussi. Récemment, j'ai lu un livre de Patrick Hölderlin, je trouve que c'est pas mal. Ça m'a un peu surpris, je l'attendais pas là-dessus. Sinon, comme dans les pornographes des siècles passés, Pierre-Louis, c'est quand même très très bon. Pierre-Louis, à mon avis, reste un des meilleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Apollinaire, c'est réussi, son unique texte sexuel. Vous en souvenez? Les 11 000 verges, oui. Enfin, je me souviens pas de passage par cœur, non, mais... C'est ça que je faisais allusion. Mais ça fait longtemps que j'ai pas lu, mais c'était bon, quoi. Qui d'autre j'ai toujours trouvé Henri Miller surfait, contrairement à ce qu'on raconte. Enfin, bon, il y a des réussites, mais c'est pas le domaine où il y a le plus de réussites. Quoi. Dans votre dernier recueil de poèmes, il y a une séquence, on va dire, une séquence poétique qui s'appelle Mémoire d'une bite. Vous en êtes content? Il y a certains poèmes dont je suis content, oui. J'ai essayé autre chose, un côté un peu laid back, si je puis dire. Le tête-à-tête, Frédéric Tadei, Michel Houellebecq. J'ai connu bien des aventures, des préservatifs usagés. J'ai même visité la nature, et je le trouvais mal rangé. J'ai traversé le pain total, j'ai bu des tequila sunrise, mais vie est un échec total. I know the moonlight paradise. J'aime bien celui-là parce qu'il a un côté cool, ce qui m'a permis de mettre une phrase en anglais, ce que je fais pas tellement d'habitude. Pourquoi? C'est difficile quoi, de changer de langue en cours de... Ça a une sonorité, l'anglais. Oui. Tout de suite. Quand vous lisez est-ce que vous relisez vos traductions, ne serait-ce que par curiosité, pour savoir comment ça sonne? Je relis que l'anglais parce que c'est la seule où je suis à même d'avoir une idée, un avis qui vaille la peine d'être retenu. Puisqu'on parlait de technique et que vous en parlez souvent, Michel Houellebecq, est-ce que vous trouvez que le monde a tellement changé? Est-ce qu'il y a tant de progrès que cela? Par rapport à quand? Par rapport à autrefois, est-ce qu'un homme qui normalement nous aurait quittés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il serait si dépaysé que cela aujourd'hui? Les voitures se conduisent de la même manière, elles roulent plus vite, mais c'est tout, il y a de l'électronique, les avions, c'est la même chose, les trains, n'en parlons pas. C'est vrai que là c'est trop... Depuis 50 ans, à part Internet, il s'est pas passé grand-chose. Bon, Internet, c'est beaucoup quand même. Internet, c'est énorme, oui, ça change énormément de choses. Oui. Mais est-ce que ça change la face du monde, d'après vous? Oui. Oui. C'est en train de la changer, oui. Par une possibilité de travail. Enfin, le rôle historique de la ville est en train de diminuer, il n'y a pas de doute. Et ça, c'est important. Pas seulement de la ville, on pourrait dire du pays, des États, des frontières, des nations. Ça, c'est moins évident parce que la langue reste quelque chose de très pertinent. Bon, après, les États et les nations, c'est une question politique qui dépend d'autre chose qu'Internet.
Mais le fait qu'on puisse vivre où on veut, que les échanges se soient virtualisés, ça c'est un vrai gros changement. Bon, mais je suis un lecteur de science-fiction. Et vous l'avez pratiqué à votre manière. Pas vraiment. Mais les auteurs de science-fiction des années 50, 60 avaient un pouvoir de projection étonnant. Je me souviens dans Demain les chiens de Clifford Simak, que j'ai souvent cité. Il y a une nouvelle où c'est un chirurgien en l'occurrence. Bon, en fait, ça prédit un truc encore plus perfectionné qu'Internet. Il est habitué depuis si longtemps, depuis tant de générations, à tout faire à distance, qu'au moment où il s'agit d'aller sauver, parce qu'il faut vraiment faire une opération réelle, un ami, il s'aperçoit qu'il n'arrive plus à sortir de chez lui. Il est devenu complètement incapable de sortir de chez lui. C'est souvent ce qu'on dit, vous avez remarqué ça, on disait la même chose au moment où on a inventé le téléphone, on ne sortira plus de chez soi. En fait, on sait très bien que c'est ceux qui téléphonent le plus qui sortent le plus. Non, pour Internet, c'est beaucoup moins vrai, j'en ai peur. Il y a vraiment des gens qui ne sortent plus de chez eux et qui ont une vie. Internet... Moi, je pense que j'aurais été comme ça si j'aurais été comme beaucoup de geeks à l'heure actuelle. J'aurais une vie virtuelle. Surtout que l'informatique, ça a occupé votre vie, en tout cas une première partie de votre vie. Du temps que vous étiez à l'Assemblée nationale, c'était en tant qu'informaticien, me semble-t-il. Oui, mais c'est plus que ça. Mon premier emploi, c'est que Extension humaine de la lutte, c'était vraiment le travail que j'avais, quoi. Programmeur de service en informatique. Non, il y a une fascination qui peut être délétère. Moi, j'en connais d'ailleurs des gens comme ça, mais des adolescents qui peuvent plus. Vous-même, vous vous êtes retiré à un moment. Vous êtes allé vivre en Irlande, vous êtes allé vivre dans une île, en Espagne. Internet a joué un rôle là-dedans. Vous pensez que ça aurait été différent sans Internet? Et ça m'a facilité le fait de me retirer, oui. Oui, le progrès concernant Internet. Se retirer est nécessaire quand on écrit des romans. Enfin, ça aide quand même beaucoup. Mais c'est vrai qu'Internet, la chose n'a jamais été aussi facile. Ça, je pense que ça change objectivement le monde, oui. Alors j'allais dire, vous écrivez peu, mais peut-être que vous publiez peu. Je ne me rends pas compte. Par rapport à tout ce qui est paru de Michel Houellebecq, finalement, il n'y a pas tant de pages que ça. Est-ce que vous en avez écrit davantage ? En poésie, oui, il y en a pas mal qui me plaisent pas, oui. Oui, plutôt en poésie, parce que ça m'est jamais arrivé de poursuivre un projet de roman pendant longtemps et me percevoir que ça me plaisait plus du tout. Donc on connaît tout ce que vous avez écrit dans le domaine romanesque. Oui, oui. Et pour écrire une page, il vous faut très très longtemps ? Quand je suis en forme, j'arrive à 3 ou 4 par jour. Donc, on va dire que vous écrivez peu par rapport à... Qu'est-ce que vous faites le reste du temps quand vous n'écrivez pas ? Je lis beaucoup quand même. Hein. Depuis que je suis enfant, je continue à lire beaucoup. Même quand vous écrivez ? Ah oui. Ah oui, oui. C'est pas mal, ça peut contaminer, mais il faut se laisser contaminer. Et quand vous ne lisez pas, qu'est-ce que vous faites ? Comme vous. À peu près, j'imagine. J'ai pas d'activité très, très, très passionnante. Vous n'avez pas de hobby vous n'avez pas écrire, c'est un hobby à la base. Oui. Mais à part celui-là, j'entends. Non. Quand vous êtes revenu vous installer à Paris, vous avez trouvé que Paris avait changé ? Paris en elle-même, c'est tellement un patrimoine touristique, c'est pas beaucoup changé. Par contre, c'est clair qu'il y a plus de SDF, quoi. Qui reste de plus en plus longtemps. Enfin... Oui, c'est un pays qui se paupérise doucement. Bon, si je reviens d'un pays qui a plongé brutalement. Lequel ? L'Irlande, ça L'Irlande, a franchement plongé. Mais il y a une paupérisation, oui, ça se voit. On peut pas...
La muséification de Paris, mais aussi de la France, qui était le thème de votre dernier roman, La carte et le territoire, ça aussi, c'est quelque chose qu'on vous attribue maintenant, quand on constate qu'effectivement, la France devient de plus en plus, mais pas seulement la France, Paris aussi. Au fond, nous sommes tous des touristes, nous promenant dans notre propre pays, on fait les vitrines. C'est quelque chose qu'on vous attribue toujours, vous en êtes fier ? On vous attribue non pas la responsabilité, mais le fait de l'avoir, d'être le premier à l'avoir montré, ou en tout cas à autant de monde. Oui, je peux dire que j'en suis fier, parce que c'est vrai que c'est visible, on l'a peut-être pas remarqué autant avant. Et effectivement, j'ai esquissé une première mention de l'idée qui est c'est un révolutionnaire, j'ai oublié le nom malheureusement, mais parce qu'à la Révolution, ça a été violent en France, la Révolution quand même, on s'est mis à détruire des abbayes, des couvents, etc. Et lui dit non, des statues. Très mauvaise idée, il faut garder tout ça, il faut transformer la France en un immense musée. Et donc voilà, c'est la première trace, c'est vers 1792, je crois. Après, l'idée a longtemps stagné, hein. Par exemple, dans les 30 Glorieuses, on s'occupait pas de tout ça. Il y a un projet oublié de Le Corbusier pour Paris. Donc il voulait mettre une centaine de tours et tout détruire, tout le reste. À part Notre-Dame, je crois qu'il gardait. Et tout le reste, il détruisait. Donc il y a eu un enthousiasme moderniste dans les années 50, 60. On ne s'occupe pas du tout de préserver le patrimoine, tout ça. Maintenant, on a effectivement, depuis les années 80, on a compris que c'était une source de revenus réels. Peut-être aussi parce qu'on s'est désindustrialisé au même moment. Oui, les deux ont joué, mais moi j'ai vécu mon premier poste professionnel, c'était dans les années 80. C'est à Dijon, où le maire, qui devait être Poujade, était une espèce de pionnier. C'est-à-dire qu'il avait fait des rues piétonnes, tout ravalé, mais plein de petits écriteaux pour les touristes. Et ça m'avait frappé à l'époque, parce que ça n'existait pas du tout, hein. C'est pas si vieux que ça, je veux dire. Est-ce que vous avez eu la curiosité, Michel Houellebecq, d'aller dans les pays qu'on dit émergents, les pays neufs, là où justement on n'est pas du tout dans la muséification, on est dans l'énergie, on est dans la construction, donc dans la destruction. Et est-ce que le portrait que vous nous faites dans vos romans notamment, c'est pas le portrait d'un monde autrefois riche et dominant qui est en train de décliner tout simplement ? Si, j'y suis allé pas du tout par curiosité d'ailleurs, parce qu'on m'a invité pour mes livres en Chine, qui est le symbole parfait. Je ne suis pas encore allé en Inde, mais ça va sûrement avoir lieu. Et effectivement, il y a eu un déplacement des zones de production des objets du monde. On faudrait être aveugle pour le nier. Et vous le voyez comme un partage de la production, donc des richesses et du travail normal, ou vous le voyez comme une injustice, qui est souvent le cas en France, on voit ça comme une injustice. Disons, comme je ne souhaite pas qu'on évolue vers une situation du type Corée du Nord, qui effectivement n'a pas de problème avec la mondialisation, je vois pas trop quoi faire d'autre que de s'en accommoder, quoi. Et donc de rester compétitif d'une manière ou d'une autre, y compris en faisant des musées. Il faut trouver un domaine où on est compétitif. C'est ce que vous disiez dans La carte et le territoire. Oui, en gros, c'est vrai, notre truc, c'est les musées maintenant. Mon voyage en Chine, il n'y a pas que les musées, hein, mon voyage en Chine m'a montré entre autres que les Français, enfin les marques françaises connues, genre Hermès, Vuitton, enfin toutes celles qu'on connaît, quoi, Dior, etc., ont immédiatement réagi. Leurs magasins dans les malls sont magnifiques. Et d'autres qui réagissent très bien, c'est les syndicats de vin. Le Bordeaux est devenu
incontournable dans un restaurant chinois à un certain niveau. Donc, je sais pas, je suis pas économiste, donc je sais pas combien tout ça, les marques de luxe, les Bordeaux, le tourisme fait en termes de PIB, mais j'ai l'impression que ça fait pas mal quand même. Donc, c'est pas une piste à rejeter dédaigneusement. Est-ce que vous avez voté aux dernières élections présidentielles? Vous votez, vous? Non. Vous votez jamais? Je vote plus qu'au référendum. Pourquoi? Je suis contre la démocratie représentative, je suis pour la démocratie directe. Et uniquement? Oui. Donc vous refusez de vous exprimer hors de la question directe posée aux citoyens? Je veux plus être représenté. Je veux être consulté directement. Pourquoi? Parce qu'ils vous représentent mal? Non, parce que je suis contre le principe d'être représenté. Ah oui, par principe, d'accord. Oui. Ça aussi, l'Internet pourrait le transformer et en faire quelque chose de systématique. Ça peut rendre les choses plus faciles. Oui, pratiquement, oui, ça peut rendre les choses plus faciles. Par ailleurs, il n'est pas mauvais pour une constitution de quelque chose qui puisse appeler une citoyenneté que les gens soient appelés à se présenter, à se prononcer fréquemment, une fois par jour, s'il le faut, sur le projet du jour. Ça donnera une sensation de collectivité, de citoyenneté qui, là, n'est pas évidente, quoi. Merci Michel Houellebecq d'avoir Merci. été mon invité sur France Culture. Configuration du dernier rivage, votre dernier livre, Merci à vous. qui est un recueil de poésie, vient de paraître chez Flammarion.